Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de quelque chose que je trouve plutôt important parce que ça permet de relativiser et de prendre du recul une fois qu'on l'a intégré et intériorisé. Je vais bien évidemment vous parler de la loi de Brandolini. Commençons par le commencement, pourquoi ça s'appelle comme ça? Tout simplement parce que c'est un informaticien du nom d'Alberto Brandolini qui l'a formalisé pour la première fois. Au début, il parlait du principe d'asymétrie des baratins, ou alors plus crûment en anglais, parce que c'est comme ça qu'il l'a formalisé en réalité, Bullshit Asymmetry Principle. C'est donc le nom original de la loi, mais on l'a appelé loi de Brandolini ensuite parce que c'est plus court et c'est plus stylé, c'est vraiment beaucoup plus stylé. Je vais donc vous lire ce que cette loi dispose. La quantité d'énergie nécessaire à réfuter des sottises est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Là comme ça peut paraître un peu flou au premier abord, mais je vais essayer de vous donner un exemple parce que c'est un truc que vous m'avez dit, vous trouviez qu'il n'y avait pas assez d'exemples dans mes vidéos. Donc je vais essayer de vous donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus compréhensible. Dans les milieux ésotériques, on entend souvent des choses très intéressantes comme le truc que les cristaux soignent tout ce que vous voulez qu'ils soignent grâce à la physique quantique. La physique quantique, c'est vraiment génial parce que c'est tellement mystérieux, c'est tellement compliqué et complexe à comprendre que en fait on peut caser un peu n'importe quoi dedans. Et en plus, dès qu'une personne s'intéresse un peu à la physique quantique en restant très en surface, on tombe toujours sur des expériences ou des principes ou des petites explications comme ça qui relèvent carrément des fois de trucs dans Harry Potter. Genre c'est vraiment des fois un peu mystique, genre on se dit mais comment c'est possible qu'on appelle ça physique? Et à mon avis c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans ces milieux-là, mais bref. On digresse. Désolé pour ça, mais du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que la phrase que j'ai dit plus haut, donc par rapport au caillou et à la physique quantique, c'est totalement faux. Mais il m'a fallu une phrase pour le dire. C'est un truc qui est super facile à transmettre. Genre là, j'aurais pu le tweeter, les gens auraient pu le retweeter. Ça se répand très rapidement et les gens le lisent très rapidement aussi. Alors, petite pause, parce que je trouve que c'est pas du tout assez clair ce que j'ai dit. Quand je dis que les gens vont le lire rapidement, c'est plutôt dans le sens où, vu que la phrase est courte, les gens vont plus avoir tendance à le lire jusqu'à la fin que si ça avait été un truc plus conséquent. Voilà, j'espère que ça résout ce quiproquo potentiel. Ce qui sera un peu plus difficile par contre, c'est d'essayer de réfuter ce qui a été dit. La première raison, c'est parce qu'on sait pas vraiment quelle partie de la physique quantique est mise en jeu dans cette phrase. Là, c'est juste la physique quantique. Mais en vrai, c'est pas si important que ça. Dans tous les cas, même si la personne avait un peu plus précisé, ça aurait été le même problème. Dans tous les cas, pour expliquer à cette personne ou aux potentiels auditeurs, il faudrait entrer dans des explications sur la physique quantique, ou en tout cas la petite partie de la physique quantique qui est mise en jeu, qui serait assez longue. Je vais pas me lancer dans ces explications parce que je suis pas du tout physicien, et ce serait un peu con. Mais si vous voulez, je vous mets des vidéos en description qui parlent de la physique quantique, que je trouve intéressantes. Si jamais vous voulez vous renseigner dessus, bah, c'est toujours cool. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, un petit tweet comme ça prendrait pas beaucoup d'énergie à faire. Par contre, pour le réfuter, il faudrait un thread complet, voire une vidéo YouTube, tellement la physique quantique, en l'occurrence, c'est quelque chose de complexe. C'est un travail qui va prendre énormément de temps, parce que même si la personne qui a fait le tweet original, elle s'en fout de la véracité de ce qu'elle dit, dans tous les cas, ce qu'elle dit est faux, donc c'est qu'elle sûrement elle s'en fout. Vous allez essayer d'apporter un peu de rigueur. Si vous voulez débunker quelqu'un, il faut le faire avec un minimum de finesse. Il faut pas être en mode dire une autre ânerie en plus, ça n'a pas de sens. Donc vous allez fact-checker ce que vous-même vous dites, et ça va prendre aussi pas mal de temps. Et le pire, et ce qui est le plus déprimant, c'est que la personne, elle a fait un tweet qui est lisible en une phrase. Vous allez faire un thread de 20 tweets ou une vidéo de 15 minutes, mais qui va la regarder? C'est la question que je vous pose. Qui va la regarder, cette vidéo? C'est un peu une conclusion pessimiste pour le moment, mais on va essayer de trouver des solutions pour pallier à ce problème. Ou en tout cas, faire en sorte que ce soit moins un problème pour nous. Le gros danger de la loi de Brandolini réside dans le renversement de la charge de la preuve. En gros, il y a un principe d'honnêteté en rhétorique qui est que si tu avances une hypothèse ou un argument, c'est à toi d'apporter des preuves pour appuyer cet argument. Or, dans le cas de l'exemple que je vous ai cité plus tôt, la personne va juste dire quelque chose sans apporter de preuves. Et normalement, soit on doit demander des preuves à cette personne, soit on doit juste pas caler son tweet et passer notre chemin et pas lui donner d'importance. Parce que un proverbe qu'il faut retenir, tout ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Et ça il faut le tenir, faut le garder avec soi tout le temps, c'est très important parce que sinon on s'en sort pas dans la vie, genre vraiment. Bref,
Une personne qui va tirer parti de la loi de Brandolini, ou inconsciemment ou consciemment, va renverser la charge de la preuve sur vous. C'est-à-dire qu'elle va affirmer quelque chose de faux, potentiellement, et vous allez essayer de démontrer que c'est faux. Sauf que ça, c'est souvent impossible ou juste très compliqué. En plus de ça, il y a des moyens d'exploiter la loi de Brandolini qui sont énormes. La première technique qui peut être utilisée, c'est celle du millefeuille argumentatif. Ça, c'est une technique de rhétorique qu'on voit beaucoup dans les théories du complot. En gros, ça consiste à balancer plein d'arguments qui n'ont pas forcément de rapport entre eux pour soutenir une thèse. Je ne vais pas vous citer d'exemples comme ça, mais je vous mets un lien vers la vidéo de Feldup sur la théorie du complot Paul is dead. C'est un très bel exemple de millefeuille argumentatif. Et en gros, là, dans ce cas-là, ça va être très compliqué parce que vous allez avoir une myriade de propositions fausses que vous allez essayer de montrer comme étant fausses. Or, on a vu qu'une petite proposition pouvait demander des heures de travail. Donc imaginez plein de propositions. Autant il y en a qui sont faciles à montrer comme étant fausses, autant il y en aura qui demanderont plus de taf, quoi. Donc ça, c'est pour le millefeuille argumentatif. Donc je vous invite à voir la vidéo de Feldup, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on a ce que j'appelle personnellement l'imbrication de loi de Brandolini. En gros, l'idée, c'est que mettons-nous à la place de quelqu'un qui va apporter en premier la proposition fausse. Vous dites une proposition A qui est totalement fausse, comme l'exemple que je vous ai cité plus tôt. Une personne va commencer à essayer de demander des explications ou alors à prouver que ce que vous dites est faux. Mais ce que vous allez faire, c'est faire mine de trouver des failles dans son raisonnement ou alors tout simplement de réfuter en disant quelque chose qui a un lien avec votre proposition originale et pour en fait argumenter sur votre proposition originale. Vous allez tout simplement en fait argumenter. Le problème, c'est que ajouter des arguments les uns aux autres, continuer d'argumenter sur quelque chose de faux, ça rendra pas vrai votre proposition originale. Par contre, ça va donner beaucoup plus de travail à la personne en face et vous allez utiliser son temps de parole parce que elle va prendre beaucoup de temps pour réfuter votre hypothèse alors que vous, en soi, rajouter des propositions fausses sur quelque chose qui est déjà faux, c'est pas hyper difficile et c'est pas hyper coûteux. Ça demande un petit peu d'imagination, mais c'est tout, quoi. Généralement, ce type de technique, ça sert à gagner du temps avant de commencer son millefeuille argumentatif, histoire d'avoir quelques idées qui viennent petit à petit, mais généralement, ça commence comme ça et ensuite, ça part sur un millefeuille argumentatif. Si en plus de ça, la personne vous coupe la parole et commence à dire des phrases du type « Mais qu'est-ce que tu dis de ça ? Oh, mais il y a ça aussi qui est très intéressant. » C'est que vous êtes rentré dans le cercle vicieux et que ça va être très difficile d'en sortir, sauf si vous commencez à ignorer la personne à ce moment-là. Et là, ensuite, on va passer à quelque chose d'un peu plus subtil que vous avez peut-être remarqué depuis le début de la vidéo. En fait, c'est que c'est pas très difficile de créer quelque chose de faux. Par contre, c'est très difficile de créer quelque chose de vrai, surtout sur des sujets comme ça. Bon, là, on a pris l'exemple de la physique quantique qui est pour le coup ultra difficile, mais sur plein de sujets, ce sera la même chose. Que ce soit en politique, en histoire, en fait, tous les sujets où il faut un petit peu de connaissances finalement, où ça demande de l'exactitude. Donc, basiquement, tous les sujets. Ça, en fait, ça va créer un désavantage. La personne, elle pourra toujours avancer des arguments parce qu'elle s'en fout de dire des trucs faux. Vous avez une rigueur, vous avez envie de dire quelque chose qui soit vrai et vous avez envie d'avoir raison parce que vous savez que vous avez raison et que l'autre a tort. Mais le problème, c'est que vos connaissances, elles sont pas illimitées. Il y a un moment, soit vous allez sortir de votre domaine de compétences, mettons que vous ayez un doctorat en histoire, d'accord? Vous êtes super chaud en histoire. Ben, il y a un moment, soit la personne va vous amener sur un sujet qui n'est pas le vôtre, donc soit une spécialisation en histoire qui n'est pas la vôtre, soit un autre domaine que l'histoire. Ou alors, tout simplement, même sur un truc d'histoire, elle va trouver un truc pour vous faire faillir. Même si vous êtes un expert en histoire, en une période ou quoi que ce soit, il y a forcément des trucs que vous n'avez pas parce que vous n'avez pas non plus vous n'êtes pas omniscient, quoi. Vous n'avez pas une connaissance absolue de telle ou telle chose. Donc si c'est un débat oral comme ça, vous ne pouvez pas fact-checker, ce sera impossible de gagner. C'est vraiment impossible de gagner. Si la personne est un peu forte en face et qu'elle s'énerve pas, c'est impossible de gagner. Par contre, si c'est des trucs interposés, bon, là vous pouvez toujours fact-checker, donc pourquoi pas. Bref, dans tous les cas, c'est un désavantage. Et en plus de ça, s'ajoute le fait que s'il y a un auditoire, si c'est en face d'autres personnes ou alors que c'est sur internet ou quoi que ce soit, il va falloir vulgariser pour les personnes qui y a autour. Parce que tout le monde n'est pas expert dans le domaine que vous défendez. Là, j'ai pris l'exemple de l'histoire. Généralement, l'histoire, c'est assez compréhensible par tout le monde. Tout le monde n'a pas les connaissances historiques, mais
c'est assez compréhensible par tout le monde. Par contre, si on commence à entrer dans des bails de physique quantique, de biologie, de sciences un peu plus dures en fait, là, ça va commencer à devenir difficile pour l'auditoire de comprendre si ce que vous dites n'est pas vulgarisé. Et généralement, les gens vont se tourner vers le discours qui est le plus simple à comprendre. Si quelqu'un ne comprend pas votre discours, bon, dans certains cas, la personne va se dire « Ouah, la personne, elle s'y connaît de fou, tu t'y connais de zinzin, c'est une dinguerie ». Soit, elle va juste se dire « Mais il veut nous embrouiller ». Qu'est-ce qu'il nous dit? Et elle va plutôt avoir tendance à croire la personne qui a dit la première proposition qui était fausse. Bref, à cause de la loi de Brandolini, on est toujours désavantagé si on essaye de démontrer que la personne a tort. Il reste donc une question. Comment ne pas tomber dans ce piège en fait? Et surtout, comment gagner face à ça? Parce que là, de ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ça paraît impossible. Bah, malheureusement, à part dans certains cas qui sont assez rare, et aussi si la personne en face elle est plutôt honnête, ce sera impossible de gagner de manière élégante. Pour moi, la seule manière de ce que j'ai pu expérimenter qui fonctionne, c'est de faire en sorte que l'adversaire se ridiculise tout seul. Et donc pour ça, ce que vous allez faire, et ce qui pour moi a plusieurs fois marché, c'est que vous allez vous mettre dans une position d'élève et l'autre dans une position de professeur. C'est-à-dire que vous allez poser des questions. Mais genre toujours pas de véhémence. Il faut être gentil avec la personne, faut la brosser dans le sens du poil un peu. Et en fait, il faut lui poser des questions juste et petit à petit, la personne, elle va très probablement arriver à court d'arguments ou alors tout simplement, elle va entrer dans un raisonnement circulaire où, expliquer simplement, elle va utiliser une proposition A pour prouver une proposition B qui elle-même prouve la proposition A. Ce qui est assez efficace dans ce cas-là, c'est de ne pas lui faire remarquer tout de suite qu'on est dans un raisonnement circulaire, la faire tourner un petit peu, genre 2-3 tours. Ça, c'est bien. Et ensuite, vous passez juste à autre chose. Vous essayez de soit trouver une autre question, soit juste passer sur un autre argument. Dans tous les cas, l'auditoire, s'il y en a un, aura compris que ça tournait en rond. Et dans tous les cas, s'il n'y a pas d'auditoire, la personne elle se sentira un peu mal à l'aise parce que vous l'avez mis dans une position de supériorité qu'elle n'a pas pu exercer à son plein potentiel. Après, il y a aussi la possibilité que la personne s'énerve en mode vous comprenez pas, etc. Si elle s'énerve, vous restez calme et gentil et vous dites non mais t'inquiète, tranquille, on passe à autre chose si ça te gêne, etc. Faut toujours rester bienveillant. Et ça, c'est le plus énervant pour quelqu'un. C'est horrible ce que je vous dis, là c'est horrible, mais ça marche vraiment. Et ensuite, la dernière possibilité qui est la plus compliquée, je trouve, c'est que la personne commence à partir sur un millefeuille argumentatif. À ce moment-là, il va falloir essayer de la recentrer le plus calmement possible, mais des fois ça peut être très difficile. S'il y a un millefeuille argumentatif, il ne faut jamais utiliser le mot de millefeuille argumentatif parce que la personne va se braquer, c'est certain. Mais par contre, je vous le dis, ça va être très difficile de recentrer la personne. Vous l'écoutez, vous posez des questions encore une fois. La phrase que vous pouvez dire qui peut permettre peut-être de vous remettre sur le bon chemin, c'est juste de dire désolé, j'ai peut-être mal compris, mais j'ai pas l'impression que ça réponde vraiment à ma question. Et soit la personne va essayer de faire des liens, soit elle va dire pardon. Donc voilà, la seule chose qu'on peut faire réellement si on a un débat avec une personne, c'est de laisser la personne se ridiculiser. Si le but c'est de gagner, c'est la seule chose qu'on peut faire. Après, j'aimerais nuancer quand même. Parce que même si c'est efficace pour gagner un débat, le mieux, si vous avez le temps de le faire, c'est d'essayer de réfuter quand même. C'est-à-dire que vous avez une personne qui va apporter une proposition qui est fausse, par exemple la proposition des cristaux et de la physique quantique. Si vous avez des compétences en physique quantique, des connaissances plutôt, à ce moment-là, c'est mieux pour vous, pour tout le monde, les personnes qui vont regarder votre vidéo ou votre thread, d'expliquer, de donner des arguments. Parce qu'en fait, c'est des arguments qui pourront être réutilisés par des gens qui vont tomber sur le même type d'argument que vous. Ou alors, ça pourra tout simplement permettre à des gens qui sont dans ce type de truc, genre utiliser la physique quantique pour prouver l'ésotérisme, etc., de peut-être en sortir. Et en vrai, ça, c'est une bonne chose aussi. Donc, si vous avez des connaissances et des compétences, partagez-les. C'est ça mon message dans cette vidéo. Partagez vos connaissances. Si vous en avez, partagez-les partout. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui sera normalement un peu plus sympa. Bisous et buvez de l'eau. Ciao.